Alors, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Re-bienvenue à Remue-Ménage. Cette semaine, notre invité, c'est Jean-Philippe Gay. Bonjour. Ben, allô, ça va bien? Ben oui, merci. Yes. Très content que tu sois ici à l'émission. Ben, merci de l'invitation. C'est très cool. Oui. Très content d'être là. C'est Je beau. pense- Vous avez un beau décor, honnêtement. Oui, Vous avez du budget, là, quand même. Là. C'est pas, Je suis encore nouveau ici, mais c'est ça, c'est depuis l'année passée qu'on a le panneau en arrière là, mobile, puis aussi avec des lumières LED. OK, ouais, non, mais j'aime ça. Parce qu'avant, c'était un fond un peu boisé, c'était pas, c'était assez amateur. Ouais, C'est un petit non, peu plus mais là, ça look professionnel, bien. comme Non, tu non, dis. je trouve ça très cool. Puis, dis-moi donc, Jean-Philippe, toi, t'es d'originaire de quelle ville? Moi, je suis originaire de Québec. J'habite à Montréal présentement, parce que là, on a quasiment pas le choix d'être dans la grande ville pour plusieurs raisons, mais je suis originaire de la ville de Québec, de l'Ange Gardien. Sur la cour de Beaupré, très précisément, pour ceux qui connaissent. Sûrement, il y a des gens qui vont comprendre c'est où. Puis, est-ce que, justement, là, t'es humoriste de la relève? Oui. Ça fait combien d'années que tu fais le métier? Ça fait 7 ans. Ça va faire 7 ans, là, en fait, là, dans 2 mois, là, dans le mois de mai, très précisément. Fait que c'est sûr qu'avec une pandémie au travers, là, ça, c'est sûr que ça ralentit les ardeurs un peu, malgré que j'essayais quand même de faire des trucs sur le web, puis j'ai quand même pu me développer pendant cette période-là. Mais c'est il y a 7 ans que j'ai fait mon premier spectacle, que j'ai décidé là, de me lancer là-dedans. Puis, ton premier spectacle, t'étais-tu à Québec ou justement t'étais à Montréal? Il a fallu que je fasse l'aller-retour de Montréal pour faire un open mic, un 5 minutes sur scène dans un... c'est excellent, ça, cette anecdote-là. Rapidement, c'était au Mousse Café, qui est une place qui n'existe plus. C'est un café buanderie. Fait que il y avait la scène, il y avait une porte de chaque côté, il y a des gens qui passent avec leur panier de linge. C'était d'une absurdité sans nom. 5 minutes pas payées, aller-retour Montréal-Québec, mais au début, ça prend ça. Faut faire ces affaires-là. Mais même si ça n'avait pas très bien été parce que j'étais pas bon, il y a quand même eu un côté que oui, c'est ça que je veux faire. Fait que j'ai pogné la piqûre tout de suite au début, puis voici 7 ans plus tard. Puis quand t'es allé là, c'était-tu à la base pour... est-ce que l'humour, c'était plus un passe-temps ou là, t'essayais de commencer ta carrière professionnelle? En fait, ça faisait un petit moment que moi et Jean-François Otis, qui a un très bon succès en ce moment sur les réseaux sociaux. Nous, on est des chums d'avant l'humour. Là. J'ai habité 5 ans avec Mouski, longue histoire courte. Là. Okay. On a travaillé en vente ensemble beaucoup. On a vendu des cellulaires ensemble. T'sais. Mais à un moment donné, lui, il a fallu qu'il déménage à Québec pour le travail. Puis on s'était mis à beaucoup se tenir ensemble. Puis à un moment donné, on se trouvait drôle. On se disait, on pourrait écrire des jokes. On verra si on les utilise à un moment donné, si on amène ça sur scène. Puis à un moment donné, un certain printemps, j'ai dit, écoute, là, je viens d'écrire un open mic. On a une date, là, telle date, 18 mai, je pense, une affaire de même. On s'en va faire un show à Montréal. Puis ça a commencé là. Mais ça faisait plusieurs mois qu'on écrivait des textes ici et là, c'est sûr, en sachant pas trop ce qu'on fait. Parce que tant que tu ne l'as pas testé, l'humour, c'est ça, tu peux pas vraiment écrire un spectacle solo, puis après ça, dire, j'ai un spectacle, il faut aller l'essayer, il faut voir si ça marche. Des fois, on a des idées, mais elles sont pas toujours bonnes. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu le même, ça a commencé. Évidemment, au début, tu commences, tu dis, on verra si j'aime ça. Ça se peut aussi qu'il y ait beaucoup d'aspects que j'aime pas, mais finalement, la scène, j'en ai fait un peu quand j'étais ado. J'ai été rapper. Okay. En tout cas, mais j'ai eu un premier contact avec la scène à ce moment-là. Puis ça m'a beaucoup manqué là, entre le moment où j'ai arrêté la musique et où j'ai commencé l'humour, un genre de 8 ans. Puis de retrouver ça, ça a été une révélation. J'ai dit, il faut que je sois sur une scène dans la vie. Fait que, parfait. Ouais. T'avais-tu fait des études, justement, en humour, ou t'es allé directement dans les bars? En fait, j'ai été directement dans les bars pour commencer. J'ai fait 2 cours, les cours du soir, l'ENH, les cours récréatifs qui appellent. Dans la première année où je faisais de la scène, là, j'ai fait le cours d'écriture de base. Et quelques années après, ma mère m'avait donné le cours de mise en scène, qui était un cours vraiment intéressant, qui est comment être sur scène et tout. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires qu'on ne sait pas, qu'on peut pas apprendre si on se le fait pas dire. Tu sais, de pas être tout pogné, tu sais, de réussir à se décontracter, puis le message passe mieux, c'est plus fluide, en tout cas. Fait que ça a été bien intéressant, mais c'est les seules études, entre guillemets, là, que j'ai fait. Le reste, c'était de l'apprentissage sur le tas, des discussions avec
des collègues. Fait que c'est beaucoup de sultas. Du bouche à oreille un peu là, quand tu commences? Oui, ben c'est ça. Au début, c'est surtout moi, en fait, c'est quand je rencontrais des gens qui étaient un peu plus avancés. Moi, je suis un gars qui adore parler d'humour. J'adore le côté technique de tout ça. Je suis vraiment... dans tout ce que je fais, c'est toujours ça que j'aime, là, le côté, pas mathématique, là, mais vraiment le côté technique, qu'est-ce qu'on peut faire qui marche un peu tout le temps, puis malgré en humour, ça existe pas vraiment. C'est ça t'apprends à laisser tomber cette idée-là qu'il y a une formule magique. Mais quand même, tu jases avec des gens plus expérimentés, puis j'ai quelques personnes là, que je sais que, mettons, j'ai comme une passe un peu plus creuse, ben là, je les appelle, je suis comme, hey, ça va pas bien ce temps-ci, qu'est-ce que tu me conseilles? Puis, faut pas hésiter à se servir de ces gens-là, parce que même moi, mettons, si quelqu'un me le demande, ben, ça me fait plaisir de l'aider. Il y a une certaine entraide là, qui peut se faire. Oui, c'est un milieu super bizarre dans le sens où, forcément, on est collègues, mais on est tous aussi en compétition. Mm-hmm. Mais, il y a beaucoup d'amitiés qui se développent dans ce milieu-là. Puis, il y a de quoi de très bizarre que, on est amis, mais on est en compétition. Mais à un moment donné aussi, on apprend que quand quelqu'un réussit à trouver son créneau, ben il a trouvé le sien. Je veux dire, c'est pas toi qui l'aurais eu, sinon. L'exemple qui est très... qu'on parle beaucoup dans le milieu, c'est Matt Duff. Mm-hmm. Mathieu Dufour, il y en a qui comprennent pas des fois le succès que ce gars-là peut avoir. Puis moi, c'est pas mon style, mais le créneau que ce gars-là a développé, je veux dire, s'il est pas là, c'est pas moi qui va le ramasser. C'est Mathieu Dufour qui est là parce qu'il est unique. Il a sa couleur, il est unique. T'sais. Fait qu'à un moment donné, tu apprends aussi que oui, la compétition, mais quand tu réussis à avoir ton unicité, ben t'as ta place un peu organiquement là, dans ce milieu-là. Je te demande ça, t'as été vendeur pendant combien d'années? Ah mon Dieu, plusieurs années. Moi, j'ai fait une technique en diététique, mais ma job d'étudiant, c'était de vendre des cellulaires. J'ai vendu de l'électronique, là. J'ai tout vendu. Travaillé chez Tanguay, chez La Source, qui est maintenant Best Buy Express, là, que ça n'existe plus. J'ai vendu des cellulaires pour Vidéotron. Fait que là, j'ai, mon Dieu, un bon 10 ans. Là. Okay. J'ai un bon 10 ans de vente. Là. Je te demande ça parce que là, je te disais, je crée des questions avec ce que tu me dis. Ben oui. Tu trouves-tu justement que être sur scène, faire de l'humour, c'est un peu comme vendre du matériel? D'être vendeur, justement, d'humour? Ouais, c'est une bonne question. En fait, quand tu es sur scène, on va souvent dire que mettons, ton matériel, il faut que tu le vendes aux gens. Et... ça peut être un défi, mettons, quand il y a un numéro que ça fait, mettons, 1 an, 2 ans que tu fais, que là, tu l'as fait, il refait. À un moment donné, c'est facile de tomber un peu lousse dedans, puis un peu, bon, c'est drôle, on va le lancer, mais là, à un moment donné, ce numéro-là, il se met à moins marcher, mais c'est que tu te rends compte que tu le vis plus, tu le vends plus, aux gens. Moi, j'aime mieux dire le vivre, là, parce qu'on dirait que ça me parle plus, mais il y en a beaucoup qui vont dire, il faut que tu le vendes, ton matériel, C'est pour ça que des nouvelles jokes, des fois, sont moins bonnes, mais tu vas tellement à guerre pour ta joke, t'es comme, hey, je veux qu'elle marche, là. Fait que là, t'ajoues bien, tu sais, puis ça, à un moment donné, dans le soc rodé, tu peux le perdre, puis c'est là que les professionnels sont professionnels parce qu'ils peuvent rouler un show pendant 300 soirs, puis ils le vendent encore comme si c'était le premier soir, tu sais. Fait que ça, c'est une grosse qualité de professionnel qui se développe. Mais il y a un peu le truc de réussir à être convaincant avec ta joke, même si toi, elle te fait plus rire du tout, là, parce qu'à un moment donné, ça, quand ça fait 300 fois que t'as fait, moi, elle me surprend plus, ma joke, mais eux, ils l'ont jamais entendu, fait qu'il faut que je la vende comme étant la meilleure joke au monde, t'sais. Fait qu'il y a un peu de ça. Après aussi, c'est sûr que pour le booking, des fois, il faut essayer de se vendre, mais il faut faire attention des fois de pas être... pas manquer d'humilité là-dedans, puis bon, tu sais, c'est des eaux qui sont dures à naviguer, mais bon... moi, j'ai de la misère à me vendre moi-même. Fait en tout cas. Puis, est-ce qu'on se tanne rapidement d'une blague? Tu t'attendais pas, mettons, qu'elle ait un si gros succès, puis t'as moins le goût de la faire, puis vu que t'as d'autres matériels là, que t'as écrit. Oui. Encore une fois, bonne question. Ça dépend vraiment de chaque humoriste. On dirait qu'il y en a qui pourraient, et de leur propre aveu, qui pourraient faire la même joke pendant 20 ans, puis ça ferait leur affaire, parce que ils peuvent un peu s'asseoir dessus, puis c'est réglé. Mais moi, personnellement, je me tanne vraiment vite de mon stock. Si je le fais plus que 4 mois, on dirait que là,
je tombe déjà en mode, OK, là, faut que je la vende, faut que je fasse l'effort supplémentaire de me remettre dans le bain. Là, comment je me sentais quand je faisais ce numéro-là au début. Parce que, ouais, c'est ça, puis je suis pas tout seul là-dedans, là, comme ça. Là, je me tente vite de mon matériel. Mais là, c'est ça. Là, moi, je suis dans le moment où il faut que j'apprenne à pas être tanné puis à quand même le vendre. Des fois, c'est juste de tasser le numéro pendant un mois ou deux, puis après ça, quand tu le retrouves, ben, tu t'es ennuyé comme là. Fait que c'est le truc que j'ai trouvé pour le moment. Parfait. Puis dis-moi donc, quand tu as commencé le métier, t'avais-tu eu des inspirations, déjà du monde en humour, qui t'ont donné le goût justement de changer de métier puis d'aller en humour? Ah mon Dieu, ben j'ai toujours été un bon consommateur d'humour. C'est sûr que tu sais, à l'époque, il y a 7 ans, c'était l'essor de Mike Ward, tu nous écoutes, là, tu sais. Ben, je veux dire pas que c'est fini. Au contraire, c'est plus fort que jamais, mais c'était beaucoup. C'était sur la pente montante, là, tu sais. Fait que c'est sûr que j'écoutais beaucoup ça. Puis à l'époque, ça parlait beaucoup d'humour aussi. Fait que c'était une belle manière d'un peu s'imprégner du milieu, d'en entendre parler de comment ça marche. Puis de savoir un peu à quoi s'attendre avant de rentrer dedans. Mais sinon, j'en consommais beaucoup. C'est sûr que c'est zéro mon style, mais les Denis Drolet, je suis fan fini. Là, je tripais et je trippe encore sur eux autres. Avec les années, Simon Gouache qui m'est apparu... c'est mon modèle, là, honnêtement. Là. C'est le gars que je trouve le plus hallucinant dans le style. Assez qu'il faut que je fasse attention de ne pas trop y ressembler sur scène. Ah ouais? Des fois, justement, quand je fais un nouveau numéro, on dirait que là, on veut se donner une assise, on veut pas être trop dans le néant. Fait que là, on dirait que je me donne un style pas mal Simon Gouache. À mesure que je rôde, au moins, là, ça redevient moi tranquillement, heureusement, mais il faut que je fasse attention. Tellement que j'aime comment ce gars-là livre il est décontracté, mais il est groundé. Il est très, très bon. Puis comment tu le remarques, justement, que tu vas un petit peu imiter un autre humoriste? C'est-tu à travers une réécoute de ta part ou c'est le public qui vont te faire un petit clin d'œil par rapport à ça? Oui, beaucoup dans la réécoute. Même moi, sur scène, des fois, je le sais. Je vais livrer une joke, là, je me dis, ah ouais, là, je l'ai livré comme Simon. Là, le ton, la rythmique. Là, fait que ça, il faut faire attention parce que, comme je disais tantôt, il faut réussir à être unique sur scène. Puis il y a une fois, on me l'a fait remarquer en sortant du bordel, justement. Un gars du public vient voir, toi t'aimes Simon Gouache, hein? Je suis comme, ah ouais, ça paraissait, hein? Il se voit pas mal. Je suis comme, ah ok. Fait qu'en tout cas, tu sais, faut faire attention. Je pense quand même qu'au début, parce que tu sais, je veux dire, là, ça fait 7 ans, tu sais, moins une pandémie. J'étais encore assez neuf, là, je suis assez. Je suis encore le propre, là, tu sais. Je pense que ça peut être normal au début. D'être un peu comme d'autres pour réussir à se trouver. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut essayer d'y penser activement. Là, OK, là, faut que je réussisse à trouver ma couleur. Fait qu'au moins, dans les numéros rodés, ça se place. Je pense que ça me ressemble. Mais des fois, là, c'est ça. Surtout dans les nouvelles jokes, là, ça peut ressembler un peu. Fait que fais attention. Puis même après 10 ans, c'est-tu encore un défi d'aller chercher une authenticité? Je pense que oui. Puis j'ai l'impression, là, c'est sûr que je peux pas parler, mettons, pour un gars que ça fait 10, 15, 20 ans qui fait ce métier-là, mais de rester soi-même, mais aussi évoluer, parce que même nos opinions évoluent, notre manière de voir le monde évolue, fait que ça a l'air d'être un très gros défi, justement, quand tu avances, de rester pertinent, mais de rester fidèle à toi-même, de pas juste vouloir suivre les courants qui s'en viennent, mais aussi de rester toi-même là-dedans. Un qui le fait super bien, Simon Gouache, en fait, le fait très bien. Là. J'ai vu le début de rodage de son 4e, c'est très drôle, c'est très lui, mais Laurent Paquin aussi. C'en est un qui est resté super pertinent dans les années, puis il réussit à se renouveler. Je veux dire, t'écoutes Laurent Paquin il y a 20 ans versus lui aujourd'hui, c'est pas le même humoriste. Mais il est encore pertinent, c'est encore lui, puis il est très bon, là, tu sais, fait que... Mais c'est des gens, je pense, à un moment donné aussi, qui sont curieux de voir ce que la relève fait pour pas perdre la POC, là, tu sais, de suivre, là, fait que ça, je trouve ça admirable, là, je trouve ça incroyable. Là, tu nous as parlé de Matt Doff, de Simon Gouache, de Laurent Paquin. Comment tu te décrirais en humour, ton style d'humour, l'approche que tu veux faire au public? Le meilleur? Non. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est bon d'avoir cette image-là en tête. La confiance, si seulement j'avais cette confiance. Non, mon Dieu, comment je me décrirais?
J'essaie de... C'est sûr que, tu sais, dans le style, c'est très stand-up, là. Fait que, tu sais, j'essaie d'avoir peut-être une petite pointe. Je suis un fan d'absurde. J'essaie d'en avoir un petit peu, tu sais, de rester quand même très dans le concret, là. Mais d'avoir des petites pointes quand même absurdes dans la vision. C'est un peu éditorial. C'est un petit peu d'opinion, mais c'est genre des opinions pas super importantes souvent, là. T'sais, c'est genre parler dans le dos, c'est cool. Okay. Mais ça reste. C'est pas tout le monde qui est d'accord, mettons. Il y en a qui sont quand même non, faut pas. Mais... Fait que, tu sais, c'est ça, c'est du petit éditorial qui fait mal à personne. Là. Mais c'est un peu éditorial, mais un petit peu absurde. C'est beaucoup basé sur justement comment je vois. Il y a beaucoup d'interactions humaines, en fait, dans mes. Dans mes numéros. On m'a fait remarquer ça à un moment donné, quelqu'un qui avait vu le show, puis il a fait tu parles beaucoup de l'interaction entre les gens. Ça a l'air de beaucoup t'allumer, puis je mets beaucoup en scène les gens autour de moi. Des personnages tous fictifs, parce qu'il y en a qui seraient blessés sinon. Mais, tu sais, c'est ça, des espèces de personnages types qu'on a tous dans nos vies. Fait que ça m'allume bien gros. Fait que ça serait un peu ça, le style. Puis j'essaie d'être proche, tu sais, parce que d'être proche du monde, là, tu sais, de pas essayer de je parle pas tant de mon métier sur scène, parce que ça intéresse pas le monde. Là, c'est très rare que tu fais un numéro sur l'humour et que le monde va dire waouh, c'était carré. Non, c'est souvent. Souvent, c'est pas ça. Mais ouais, voilà. Ça serait pas mal ça. Puis, selon toi, une qualité que tu aurais justement que les autres humoristes ont aussi, tu sais, une coche que tu peux justement cocher. Ah mon Dieu. Quelle bonne question. Ben, comme je te le disais, ça paraît que tu as des expériences de vendeur. Tu parles bien. Ouais. Je pense, c'est-tu un défi, ça, justement, de bien parler en humour? En fait, mon défi, quand je suis sur scène, là, en ce moment, c'est un de mes défis en ce moment, c'est de pas sacrer. Parce que là, c'est con, parce que on fait beaucoup de bars. Hein, fait qu'on dirait qu'un bar, on s'en fout, là, on va lâcher un sac, puis on est dans une atmosphère qui permet ça, tu sais. Mais là, comme en ce moment, il faut que je me filme pour envoyer aux auditions de gala. Puis là, je me rends compte que c'est un effort conscient que je fais sur scène de pas sacrer, mais là, ça fuck un peu mon beat, là. Tu sais, je suis là, dans ma carrière, là, fait que là, il faut vraiment que j'enlève cette béquille-là, même dans les bars, parce que c'est rarement nécessaire, là. Des fois, ça peut être correct, mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire tant que ça, là. Ceci étant dit, la question étant, qu'est-ce qui une coche que j'aurais... Ou une qualité, là, que... Je pense que... ça c'est mon avis. Je pense que pour faire ce métier-là, il faut être excessivement humble. OK. Et toujours vouloir être meilleur que la veille, tu sais. Je pense qu'il faut avoir si on veut avancer, évidemment, à un moment donné, si on atteint un certain stade puis qu'on est confortable, on se dit, ben moi, je gagne ma vie, puis je suis correct. C'est très correct aussi, là. Mais si on veut avancer, je pense qu'il faut avoir une espèce de fin de se dépasser puis d'être une meilleure version qu'on était hier. Et ça implique un peu qu'on se trouve jamais assez bon. Ça, je l'ai. Pour le meilleur et pour le pire, parce que des fois, c'est rushant à un moment donné de jamais être satisfait de ce que tu fais, là. Mais je pense que c'est nécessaire pour toujours un peu avancer. Tu sais, moi, en ce moment, j'ai pas une carrière qui décolle de manière flagrante, mais ça avance tranquillement pas vite. Tu sais, la courbe elle va en montant tout le temps. Fait que je suis content de ça. Puis je pense qu'il faut avoir cette fin-là. Même si tu as avancé, tu es rendu loin, il faut toujours vouloir donner le meilleur au public ultimement. Puis, tu sais, je veux dire, là, oui, OK, ils ont ri, mais là, est-ce que la prochaine fois, ils peuvent rire fort? Est-ce que tout le monde peut rire? Est-ce que là, ça peut se taper ses cuisses, taper sa table? Là, tu sais, ça, c'est des rires qui font... ça, quand t'es vu, ces rires-là, tu fais « Oh, OK, là, je les ai pognés. » Là, tu sais, quand le monde se met à taper sa table, là, tu fais « OK, là... je suis en train de les tuer en ce moment. Là, la vraie définition de tout tuer, là, c'est ça que je fais en ce moment. Mais ultimement, pour moi, c'est ça le but. Soir après soir, c'est que le monde se tape ses cuisses. Est-ce que c'est tout le temps ça? Non. Ça dépend des soirées. Là. Les soirées ne sont pas tous égales, mais je pense qu'il faut que ce soit ça le but. Je pense que plusieurs bons humoristes ont ça. Puis je pense que je l'ai... parce que même des fois, ça, j'ai de la misère à me donner des tapes dans le dos. Là, j'ai de la misère à être content longtemps de ce que je fais. Là, ça devient vite comme, bon, OK, j'ai eu ça, cool, mais là, faut que je sois meilleur à cette heure-là. Fait que ça peut être rochant. Mais
Puis tu parles d'amélioration, c'est vraiment que tu vas écouter des vidéos de toi pour t'améliorer? Oui, exact. Soit les enregistrements audio avec cellulaire ou je me filme souvent, mais là, ça dépend. Des fois, c'est comme pas possible de se filmer, mais je m'enregistre. Je me réécoute pas toujours parce que souvent, après, tu le sais, bon, ce joke-là n'a pas tant marché. Puis, à un moment donné, on vient à savoir bien nager dans son matériel pour s'en rappeler. Là. Mais oui, ça passe beaucoup par là, puis des fois tu regardes une vidéo, puis j'ai bien rentré, mais là, tu vois, là ça me gosse, là, j'ai fait ça, puis ou j'ai comme un tic nerveux, peu importe, là, fait que on essaye d'éliminer ça pour que ce soit faut que ça soit comme le plus sharp possible sur tous les points, là, parce que l'humour, c'est Pourquoi, mettons, quelqu'un qui débute, ça fait 6 mois qu'il fait ça, peut lancer une joke, ça rira pas du tout, et qu'un professionnel qui a 20 ans de métier va lancer la même joke, puis le monde vont fendre, c'est qu'il y a beaucoup de petits éléments qui fait que là, la joke a été livrée à son plus haut potentiel, et que le nouveau, ben, il taponnait tout, puis il était nerveux, puis il a rajouté des mots pour rien, puis c'est ça. Puis quand, justement, tu t'es évalué, t'es en rétrospection, c'est-tu difficile... Attends, c'est-tu plus facile, admettons, de remarquer les effets améliorés, ou c'est plus difficile... Ouais, dans le fond, c'est ça. C'est-tu difficile de remarquer les côtés positifs, les améliorations? Oui. Au jour le jour, c'est difficile parce que c'est comme... c'est niaiseux ce que je veux dire, mais c'est comme quand tu prends du poids, mettons. Je veux dire, sur 2 semaines, ça paraît pas vraiment, mais si tu regardes une photo 5 ans avant, 5 ans après, tu fais OK. Je me prends moi en exemple, là, c'est ça. Si tu me regardes il y a 5 ans, j'avais 50 livres de moins. Je suis pas très gros, mais je t'aimais, dans le fond, c'est ça que j'essaie de dire. Mais c'est la même affaire pour le stand-up. Un truc que j'ai trouvé, des moments où là, je suis pas bon. Je l'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, je regarde une vidéo, mon premier show, souvent, c'est lui, j'écoute, puis je suis comme, oh non, ça va. J'ai fait du chemin quand même. Ben là, oui, ça permet de voir ça. De regarder le premier versus, mettons, le dernier que tu as fait, là, même si le dernier que tu as fait a moins bien été, pas comme tu aurais voulu, parce que c'est sûr qu'à mesure que tu avances, ben, ton standard de satisfaction, il augmente. C'est normal, puis il faut. Mais c'est ça, là, j'écoute le premier, puis je suis comme, ah ouais, non, ça va, là, j'ai quand même pogné une coupe de twist, là, le fun, puis on me paie quand même pour faire ça, pas des salaires, on me paye pas 15 000 là, pour aller faire le tricheur, mais quand même, là, je veux dire, on me donne de l'argent pour aller faire des jokes, fait que déjà ça, c'est très le fun. Mais tu vis quand même bien, c'est ça que tu m'expliques, tu sais, t'es capable de remplir tes semaines, là? Oui, c'est ça. Oui, je suis bien occupé. Je fais un petit peu de production aussi au travers. Fait que tout mon salaire vient du milieu de l'humour. Ça, c'était comme le premier but, là, le premier but ultime dans la liste, c'était ça. C'était de ne pas avoir de job de jour, là, de ne pas être obligé d'aller vendre des cellulaires, justement, ou des télévisions. Là. Fait que quand j'ai pu lâcher la main à ces jobs-là, il y avait quand même un buffer. À un moment donné, je faisais du Uber Eats. Là. Fait que ça, c'est comme tu peux choisir ton horaire, c'est pas pire. Puis là, à un moment donné, au début de l'été, ça vaut rien. Là. Tout le monde se met à faire des barbecues, fait que personne commande. Puis là, je m'étais dit, cet été, je regarde mes shows, je devrais être capable de vivre. Fait qu'on va lâcher Uber, mais on verra à l'automne. Puis finalement, ça va faire 3 ans là, que j'ai lâché la main. À tous les autres sources de revenus autres que l'humour. Il y a 3 ans, comme tu l'expliquais, là, c'était plus difficile avec la pandémie. Ouais, ben, tu sais, en fait, avec. oui, ben, c'est ça, on sortait de pandémie. Mais là, c'est ça, tu sais, l'été qui s'en est, là, j'étais comme, oh, là, il y a pas mal de shows. Puis, tu sais, là, c'est des shows qui commencent à avoir des vrais salaires. Parce que, tu sais, sûr qu'au début, tu fais des open mic, c'est pas payé, c'est payé en consommation. C'est souvent ça, la joke, un peu. Ouais, moi, je payais 2 bières pour être ici, tu sais. Mais là, tu sais, tranquillement, ben, là, tu sais, on a des shows à 40$. Par un moment donné, ben, là, on te donne un 150$ pour aller jouer là, ben, 200$ pour aller là. Puis là, ben, c'est ça, cet été-là, il y avait un peu plus de ça. Puis c'est ça, j'ai pas lâché la main depuis. Fait que on touche du bois, n'est-ce pas? Mais j'espère que c'est du bois. Oui, ça a l'air d'être du bois. C'est pas du faux, c'est un polymère, là. Mais tu sais, c'est ça, j'essaie de me dire que je suis pas à l'abri, là, je le prends pas pour acquis. Ça se peut qu'à un moment donné, je suis obligé de me trouver un job, mais je pense que ça me met dans un mode où là, je le prends pas pour acquis, justement, puis j'essaie de foncer le plus possible. Puis dis-moi donc, c'est quoi tes ambitions de carrière? Ce que le Jean-Philippe d'aujourd'hui aimerait pour le Jean-Philippe de demain? Oh! C'était si bien dit. Ouais, c'était vraiment bien dit.
Tu t'aimerais-tu avoir un one-man show? T'aimerais-tu... on parlait de plus en plus avec ton agent. Tu sais, t'es en train de faire tes crédits UDA, c'est-tu ça? Oui, en fait, là, c'est ça. Moi, je suis membre stagiaire UDA. Fait que là, oui, c'est ça. Ça marche par crédit. Il faut en avoir 30. L'affaire qui est comme plate un peu avec l'humour, c'est que j'ai plusieurs contrats UDA en humour, mais c'est des crédits facultatifs, fait qu'il faut que tu les achètes après. Je pense que c'est genre un 30-40$ par crédit, si je me trompe pas. Fait que là, si tu vas avoir tes 30 pour être full membre, 30-40$ x 30, ça peut... ça monte je pense que j'en ai vraiment beaucoup en banque que je pourrais acheter, parce que je travaille assez souvent au Comédia Club. Puis, tous les contrats avec Comédia, c'est UDA. Fait que d'après moi, je pourrais être membre. Si j'avais un 1000$ à mettre, je pourrais être full membre. Mais là, bon, je gagne ma vie, mais j'ai pas 1000$ qui traînent de même non plus. C'est ça la ligne. Mais, mon Dieu, les ambitions... Ce que je trouve dur, ce que je trouve particulier plutôt dans ce métier-là, c'est que c'est très dur de se satisfaire de ce que tu as. En tout cas, pour moi, c'est ma difficulté, je dirais. Parce qu'il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui a un peu plus. Fait que là, tu dis, je peux savoir ça. Puis après ça, tu as l'autre, j'aimerais savoir ça. Puis, fait que c'est dur à un moment donné de se dire, écoute, c'est quand même cool là, ce que j'ai là. Fait que, tu sais, faut quand même réussir à se taper dans le dos un peu. Mais c'est sûr qu'en ce moment, ce que j'aimerais. Le but serait d'avoir un public qui est présent. Je pense qu'ultimement, c'est un peu... c'est pas tant d'être connu, mais être connu fait que tu peux faire des spectacles et remplir des salles. Forcément, c'est sûr qu'on fait des spectacles pour faire rire des gens. Fait que ça prend des gens dans la salle. Ça, on n'a comme pas le choix. Après, est-ce que si je remplis pas, mettons, mon Dieu, la place des arts, la salle à 3000 places, est-ce que c'est un échec? Non. Mais je vois beaucoup de collègues en ce moment qui font justement, Jean-François, justement, qui lui a un très bon succès sur les réseaux sociaux. Là, en ce moment, lui, il fait beaucoup des salles comme le Petit Champlain à Québec. La salle fait une place, je pense, à Longueuil, des 2 à 400, puis il les remplit. Je fais sa première partie assez souvent, puis c'est le fun, là. Fait que je me dis, juste ça... c'est quand même cool, là. Ça, c'est un beau... je veux dire, lui, il fait son spectacle, les billets se vendent, puis là, il arrive dans des salles pleines, même si c'est pas des salles de 3000, je veux dire, il reste qu'il y a une énergie, puis c'est cool au bout. Fait que pour le moment, ça serait ça que j'aimerais avoir, mais j'aurais de la misère à dire, est-ce que rendu là, je vais me dire, je peux commencer à passer... à la télé, là, mais salut, bonjour, il m'invite pas, c'est ça qu'à un moment donné, il faut faire attention, mais c'est ça. Il va falloir que j'ai une présence sur les réseaux sociaux aussi parce que je ne l'ai pas assez en ce moment. J'ai des moments où là, je fais 2 mois de TikTok intense puis après ça, j'arrête. Il va falloir que je sois plus constant là-dessus, mais ça, c'est ma faute. Là. C'est 100% de ma faute. Mais ça a l'air d'être un défi, c'est ça, d'avoir une présence sur les médias sociaux. Oui. Parce que ça prend du temps, c'est niaiseux, mais de faire une vidéo, c'est pas juste je me filme, fais pause, c'est réglé. Là, ça, c'est plus peut-être un format story, mais ça reste pas. Mais mettons TikTok, il faut faire un peu de montage, on veut que ça soit un peu rythmé. Fait que n'importe quelle vidéo, va prendre au moins 45 minutes. 1 heure à faire parce que là, tu essaies de penser à ce que tu vas dire, tu filmes, après ça, montage, puis là, tu poses ça. Fait que c'est niaiseux, mais 1 heure, faut que tu l'aies dans ta journée. Puis honnêtement, je l'ai pas tout le temps. Je le prends pas tout le temps, mais il y a des journées que, je veux dire, avec la production, j'ai des meetings, j'ai ci, j'ai ça, puis là, le soir, j'ai un show. Fait que là, à un moment donné, trouver l'heure, faire une vidéo pour le poster à la bonne heure. Il faudrait que je me sette une journée, j'en filme plein. Mais là, c'est ça. C'est ça que le défi, comme travailleur autonome, c'est d'être discipliné parce que là, t'as pas d'échéancier. Il y a personne qui est par-dessus toi qui fait comme là, faut que t'aies fait ça pour vendredi midi. C'est toi qui dis ça. Fait que la discipline, c'est un défi aussi là-dedans quand même. Surtout, nous, les humoristes, on est souvent un peu peut-être en l'air. On est des artistes. Fait que là, on est tout le temps un peu... très selon nos émotions, fait que c'est dur à un moment donné d'être un peu plus by the book, là. Faut se forcer un peu. Puis là, tu parlais de petites salles, de bars. T'es-tu encore dans les bars ou là, justement, tu fais une première partie? T'es-tu capable d'avoir des petites salles à toi-même aussi? Oui, règle générale, je joue de plus en plus. Les publics grossissent tranquillement, les publics devant lesquels je joue.
mettons, le plus gros que j'ai fait, c'est du 600 personnes. Okay. C'était quand même un bon kick. En extérieur, par contre, c'est un choix extérieur, mais quand même, c'était un bon kick là, de voir l'espèce de marée de monde, puis c'est le fun. Mais oui, j'ai de plus en plus l'occasion de faire des 150-200 là, de par les premières parties, surtout à Jean-François. Je fais un petit peu les premières parties de temps en temps aussi à Sam Vigneault, qui est un vieux chum aussi, okay. Qui est très, très, très connu, en fait, dans le Chaudière-Appalaches, Plessis-Civil, Victo, ce bout-là. C'est un gars de ce coin-là, mais il a fait son deuxième gala comédia l'année passée. Fait en tout cas, ses affaires vont très bien. Fait que, des fois, il fait des très belles salles, mais c'est ça, j'ai l'occasion de plus en plus de faire des shows de même. Des levées de fonds, justement, des fois que c'est dans des Christy de belles salles, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça, c'est le fun pour ça, mais c'est sûr, c'est beaucoup de bars encore, là, tu sais, comme hier encore, j'étais 2 spectacles dans 2 bars, tu sais, puis les 2 étaient super le fun. Moi, j'aime quand même cette ambiance-là intime, les comedy clubs, ça, j'aime ça, tu sais, quand c'est intime, mais le kick est différent quand même. Devant du 300-400, il y a un retour qui est différent puis qui est le fun. Là. Tout est le fun. Tout est le fun, mais c'est sûr que les salles grossissent, c'est un privilège quand même qui est le fun. Puis tu soulignais le 600 spectateurs que tu as fait, c'était à l'extérieur. Tu sens-tu une différence entre un public intérieur et un public extérieur? Ouais, full. À l'extérieur, c'est très le fun, mais c'est sûr que le rire, et c'est pour ça, mettons, qu'on va prendre le bordel en exemple, c'est pour ça que le bordel est si... et si le fun, c'est que c'est un public d'humour, tu veux qu'il soit tu vas avoir le plus de monde dans l'endroit le plus serré possible. Le rire, c'est très contagieux, fait que si t'es collé à quelqu'un qui rit, tu vas avoir plus tendance à rire. Fait que, en tout cas, c'est je vais le dire, cet exemple-là me fait beaucoup rire. Mais apparemment qu'il y a une expérience qu'on peut faire avec... là, ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais ça ne l'est pas, OK? C'est pas avec des enfants qu'ils ont fait un test à un moment donné que ils ont juste couché la tête d'un enfant sur un autre enfant, la tête sur son ventre. Sur le ventre, là, ouais. Et l'enfant qui recevait la tête, si on peut dire, riait. Et là, automatiquement, l'autre enfant se mettait à rire. OK. Parce qu'il trouvait, il y a de quoi dans le rire qui tu shakes un peu, puis... Fait que ça se transpose aux adultes, en fait. Fait que plus tu colles les gens, plus tu les serres, ben plus ils vont avoir tendance à tous rire ensemble, parce que l'énergie, elle se promène, tu sais. Donc, les spectacles intérieurs, on pourra pas battre ça. Là, si on était justement dans le studio ici, c'est quand même une salle assez grande, mais si on rentrait 80 personnes ici, on aurait un show l'enfer, ça serait fou. Là, oui. Le plafond n'est pas très haut. Ça serait, l'ambiance serait folle dans la tête. Là, c'est pour ça que dans les shows d'humour, quand on va dans les comedy clubs, on va dire venez en avant. Si c'est pas plein, venez en avant, puis venez vous coller à nous autres, là, parce que si vous êtes tous dans le fond, on y arrivera pas. Et l'extérieur a ce problème-là, c'est qu'il n'y a pas de plafond. Fait que là, le rire, il crisse un peu le camp. Les sacrés. Mais il sac le camp dans les airs. Fait que tu le reçois moins comme un train. Là, dans une salle, ça, c'est que le rire, quand tout le monde se met à rire en même temps, tu le reçois, là, ça fait comme un feeling. Alors que à l'extérieur, ben, tu l'entends qu'ils ont ri, mais tu le reçois moins. Fait que, mais ça reste un buzz qui est pas pire. Tu as 600 personnes bien compactes là, devant toi. Une marée de monde, là, tu fais, ouais, là, il se passe de quoi à soir. Là, fait que... c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on sait un peu que le rire est contagieux, mais qu'il faut qu'il y ait une concentration de monde. Ouais. Ça, peut-être qu'on était moins au courant. Oui, ben c'est pour ça qu'au bordel, là, c'est très collé. Les comédie clubs en général, c'est pour ça que si jamais il y en a qui ont été dans les comédie clubs et qui se disaient, il me semble qu'on est pognés, ben, c'est ça, il y a une raison à ça. Puis même à un moment donné, le bordel, évidemment, pendant la pandémie, il y avait là, le 2 mètres et tout. Puis ces shows-là étaient le fun pareil, mais c'était pas pareil parce que là, tout le monde est très distancé, fait que ça faisait pas les mêmes ambiances. Puis même après la pandémie, quand les restrictions étaient toutes levées, ils ont rapproché, mais ils n'ont pas rapproché comme avant. Puis on n'avait pas retrouvé l'ambiance d'avant-pandémie. Et là, il y a 1 an et demi, là ils ont refoulé à pleine capacité. Là, puis, on se sentait la on différence. Le sent, le petit 20 personnes qui ont remis dans la salle. Parce que là, à un moment donné, je pense qu'il était à 70 après la pandémie. Tu sais, pendant la pandémie, c'était genre 40, 30-40 même. Après ça, ils ont remis à 70, mais avant la capacité, je pense que c'était 90. Mais là, quand ils ont remis le 20 de plus pour se rendre à 90, puis que là tu resserres tout le monde. Là, on le revit comme dans le temps. Là. Fait que ça donne les ambiances rêvées. Là. C'est ça. Quand tout le monde est bien cordé, puis dans les salles de spectacle d'ailleurs, ben, on est tous très cordés, on est proches. Fait que
ça fonctionne. Puis j'imagine, dans une salle de spectacle, peut-être le public doit avoir une certaine discrétion. Tu trouves ça, mettons, dans les bars, vu que le public est plus serré, là, ils vont plus se permettre de faire des commentaires ou d'interagir avec toi, justement. T'es-tu quelqu'un qui aime le crowd work? J'en fais parce que je fais beaucoup d'animation. J'anime une soirée toutes les semaines à la Ninkasi à Québec. Depuis 4 ans, depuis qu'on a repris en 2021, là, j'anime à toutes les semaines. Fait qu'évidemment, je l'utilise beaucoup. Dans mon show, mettons, je l'utilise pas vraiment. On a un public, on est vraiment chanceux, en fait, aujourd'hui. Si quelqu'un qui commence l'humour aujourd'hui n'a pas idée à quel point on est bien aujourd'hui versus des histoires que j'entends des fois des plus vieux routiers, fin 90, début 2000, là, ça, c'était l'enfer, là. J'ai entendu une histoire, puis je vais la conter parce qu'elle est excellente, là. Un vieil humoriste, un gars qui fait longtemps qu'il roule, me disait que début 2000, à Rivière-du-Loup, il y avait une soirée d'humour au Kojak, qui est aujourd'hui la Petite Grenouille. Okay. Si elle existe encore, je ne sais pas, mais bon. Et de la manière que c'est fait, en fait, la scène est assez grande, puis il y a comme une espèce de balcon, mais le balcon est assez proche, et il me disait que dans le temps, la scène est encore plus avancée. Donc le balcon, les gens, tu les avais au-dessus de toi, là, tu sais. La particularité, c'est que si ça allait bien, le monde, ça criait, ça tripait, c'était fou. Mais si le monde t'aimait pas, ben les gens en haut te crachaient dessus. T'es sérieux? Ouais. OK. Après, bon, c'est sûr que en région, à l'époque, il n'y avait pas Internet, fait que là, des fois, le préjugé est là, mais c'est ça pareil, tu sais, puis c'est pas... c'est juste qu'eux autres, il y avait un show d'humour par mois, fait que là, eux autres sont juste contents de sortir, puis ils virent fous, puis on sait comment ça peut... prendre la boisson, là, en région, là, ouais. puis j'ai peut-être Mouski, je le sais, là, bon. mais aujourd'hui, que c'est très rare qu'on va vivre des shows chaotiques. Ça arrive, là, mais... mon Dieu, je pense que je n'ai vécu un depuis le début de l'année. Là, on est fin mars, ça va faire 3 mois que l'année a commencé. Je vais probablement en revivre un autre, mais c'est très isolé. Règle générale, les gens sont hyper respectueux. Avec des podcasts justement comme Sous-Écoute qui ont beaucoup parlé de l'humour, je pense forcément ça a éduqué beaucoup les gens à comment consommer un spectacle d'humour pour que ce soit idéal pour tout le monde, parce que souvent je trouve que l'erreur que certains humoristes vont faire en animation, c'est de dire ben là tu sais ça dérange les humoristes là, puis tu sais nous les humoristes, puis tu sais mais ultimement ça dérange aussi les gens dans la salle. Oui. Ça dérange la personne qui est juste à côté de toi, ça dérange tout le monde, tu sais, fait que outre les humoristes, ça dérange les gens qui ont payé 20$ pour assister au spectacle. Moi, je trouve que c'est ça le plus important. Fait que c'est ça. C'est ultimement, on est somme toute très chanceux. Le problème quasiment qu'on a le plus souvent, c'est d'avoir tu sais, des fois, le public, il y a beaucoup de nouveaux, des gens qui savent pas trop comment... Tu sais, sont habitués peut-être de voir de l'humour sur Internet, à télé, dans des grosses salles, mais là, d'un bar, tu te rends compte que l'humoriste, il est proche, hein? Il est là, tu sais. Fait que des fois, il y en a qui gèlent un peu, fait que ça fait qu'il y a des soirées, des fois, qui sont peut-être plus dures. À cause de ça, parce que non, personne ne sait comment se placer. Mais c'est ça. Ça va assez bien, somme toute. Là. Quand tu parles, c'est ça, l'humoriste doit quand même s'adapter un petit peu là, à son public. Oui. Je pense qu'il faut avoir une certaine intelligence, intelligence émotionnelle. Parce que le rire est une émotion à la base, là, tu sais. Faut savoir lire c'est quoi l'énergie. Tu sais, des fois... mettons, t'as un public vraiment plus tranquille, puis là, t'as l'humoriste, il y a un humoriste qui va rentrer sur scène qui va se donner, puis là, tu fais, ouais, je pense que c'était peut-être pas ça la vibe. À ce moment-là, c'était peut-être mieux de calmer ton jeu un peu, le baisser de 2-3 coches, tu sais, même si, je reprends par exemple Sam Vigneault, qui lui a un gros personnage de région, il est là, sir, la gang, yes, sir, puis... Mais c'est sûr que dans une ambiance, mettons, plus tranquille, ben là, il va être capable de décrinquer un peu. Ça va rester le même personnage, mais il va être moins dans le criage, là, tu sais. Fait qu'il faut être capable de lire un peu ces publics-là. Si tu sens qu'il y a un public là, il est allumé, puis mais tu sens qu'il est temps sur le bord de déranger, parce qu'ils sont énervés, là, puis ils dérangent pas, mais là, eux autres, il faut que tu gonnes un peu plus pour les garder, là, il faut que tu gardes l'attention. Il faut être capable de lire ça. Une belle manière, c'est d'animer des soirées, c'est sûr que ta job, c'est de lire le public tout le temps, puis essayer de le placer. Fait que c'est sûr que moi, ça a été quasiment en fait, pas quasiment, ça a été ma meilleure école en humour, d'animer des soirées. C'est un autre travail, mais t'apprends beaucoup à être toi-même, parce que souvent, tu te retrouves seul devant une situation, puis là, tu peux plus prendre ton personnage de scène, parce que là, il arrive de quoi, puis
tu réponds, là. Fait que ça développe beaucoup qui t'es sur scène. Fait que c'est des humoristes qui écoutent, là. Je vous encourage à faire ça, animer des soirées. Au début, c'est rochant, mais on apprend beaucoup. Tu préfères ça avec le temps animé que de faire une performance? Non, j'aime mieux faire des numéros. Hein, faire, animer, c'est un gros mandat. C'est sûr, je l'ai tellement fait. Là, je veux dire, en 4 ans, oui, à toutes les semaines, à Ninkasi, mais c'est plus d'autres shows que là, me demande de remplacer un contrat parti par là. J'ai beaucoup animé en 4 ans, contrairement à bien d'autres. Le stress, c'est pas le même quand tu arrives d'une soirée d'humour, tu fais un petit 15 minutes, puis la soirée est pas sur tes épaules, t'as pas c'est un peu un gras animé aussi, là, tu prends les gens au début à froid, fait en principe, ça sera jamais toi qui va avoir les plus gros rires de la soirée, fait c'est sûr qu'il y a de quoi, là, ça peut jouer à un moment donné sur le faut pas avoir trop d'ego, mais on a un pareil, là, fait que ça peut jouer là-dessus. Fait que, mais faire les numéros, c'est ce que je préfère. L'animation est très le fun, ça c'est étant dit, mais je l'ai beaucoup fait, là, fait que quand je m'en vais sur une autre soirée, là, c'est comme pas le même stress, là, t'écoutes un show, puis à un moment donné, c'est toi qui embarques, puis après ça, tu écoutes le reste du show, là, puis c'est ça. J'ai les questions qui s'accumulent, mais j'ai aimé ça tantôt quand t'as dit que, justement, faire rire, c'est une humeur. Oui. Tu trouves-tu, justement, que l'humoriste, c'est seulement de faire rire, ou justement, il peut jouer avec d'autres humeurs, il peut être autant sensible, aller chercher plus un côté dramatique, ou puis aller chercher l'empathie ou la sympathie du public? Je pense, c'est sûr que l'émotion de base qu'on veut, c'est le rire. Ça, il n'y a aucun doute. Des fois, on le vit beaucoup, surtout dans la relève. Il y en a des fois qui sont très engagés dans leurs propos, mais c'est pas drôle. On va le dire, il n'y a pas de joke. Fait qu'à un moment donné, c'est pas des conférences qu'on fait, c'est des jokes. La première affaire, c'est le rire. Après, si tu veux passer des messages, parfait. Mais il faut que ce soit drôle en premier. Mais c'est sûr que quand tu t'amuses après ça dans un plus long format, un spectacle solo, tu peux ça peut être un bel exercice des fois de tomber. C'est peut-être pas comme il y a 10-15 ans quand là, on dirait que tous les shows avaient un 5 minutes où là tu braillais. Là. On dirait que c'était quasiment obligatoire. Là. Mais tu peux aller t'amuser à aller chercher autre chose. Là, tant que ça serve au spectacle, évidemment. Mais autant qu'il y a 15 ans, oui, là, on dirait que c'était quand même obligatoire d'avoir un bout où là, il fallait faire pleurer. Que là, plus personne le fait, puis je me dis, des fois, tu sais, c'était quand même... il y avait des beaux moments là-dedans, là, tu sais, un moment qui devient super émotif, là, tu sais, ça peut être le fun. Pierre Hébert, dans son spectacle, un moment où il disait... avec ses parents, là? Ouais, avec ses parents, tu sais, qui sont morts, puis finalement, ils se en passant, c'est pas vrai, pendant tout, ils sont pas morts, tu sais. Et comme un moment super triste, tu pleures, puis à la fin, la grosse joke, tu fais « Oh, quelle enfoirée! » C'est très drôle. Mais ça va être une belle manière de créer un moment, puis après ça, tu sais, le casser avec une joke, mais oui, c'est sûr que si quelqu'un est à l'aise d'aller vers là, ça peut être une bonne idée, mais sur scène, c'est très contre-intuitif parce qu'on vient tellement habitué à vouloir un rire aux 15 secondes que là, à un moment donné, moi, si je parle une minute de temps et il n'y a pas de rire, là, je commence à suer un peu, parce que là, ils n'ont plus de fun. Là, dans ma tête, ils n'ont plus de fun, mais alors, OK, ils m'écoutent, là, mais c'est ça. OK. Je te demandais ça, t'as nommé Pierre Hébert, qui est un très bon c'est un très bon exemple. Oui. Moi, j'avais plus le bonheur de Yvon Deschamps, parce que c'est pas nécessairement un sketch drôle, mais il va avec l'émotion, puis il va justement avec la joie puis la tristesse. Mais écoute, c'est intéressant parce que mais c'est intéressant ce que tu dis, vous êtes là à la base pour faire rire. Fait que votre rôle non plus, c'est pas d'être un comédien puis d'aller avec les émotions. C'est vraiment plus que le public passe une bonne soirée. Oui, effectivement. Après, est-ce qu'il va se développer des espèces de formes d'art un peu en marge? Peut-être. Puis, ça peut être souhaitable dans un certain sens. Un peu comme, Fred Pellerin peut être un exemple que c'est plus un raconteur. Apparemment que c'est très drôle, son spectacle. Fait que pourrait quasiment être dans la case humoriste, mais il décide de ne pas être là. André Sauvé aussi, tu sais, que c'est en théorie un humoriste, mais quand tu vas voir le show, c'est plus que ça, tu sais. Fait que même lui, je suis pas sûr qu'il tripe sur l'étiquette humoriste simplement, là, tu sais. Lui, je pense qu'il fait de l'art. Fait que peut-être assurément qu'on verra naître d'autres types d'artistes qui vont patauger entre les deux, là, tu sais, puis tant mieux, là, tu sais. Ça sera le bienvenu, tant que c'est bon, puis que ça peut... artistiquement, ça a une valeur, moi, je trouve ça tant mieux.
Puis tantôt, tu nous parlais de production. Ça, c'est quoi exactement? Production de soirée d'humour. En fait, tu sais, avec ma petite compagnie Renflux, on produit une soirée d'humour à Donnacona. On produit des spectacles avec les municipalités l'été, dont notre plus longue collaboration est avec Pont-Rouge. Là, ça fait 4 ans qu'on travaille avec Pont-Rouge. Et là, cet été, d'ailleurs, toutes les semaines, on a un spectacle, alors que les autres années, c'était 2 à 3. Là, c'est toutes les semaines. Ils ont décidé de clutcher parce qu'il y a de la demande. Les gens aiment ça, fait qu'on est bien contents. Et on gère aussi le Comedy Club de la Ninkasi à Québec. Donc, c'est un partenariat qu'on a avec la Ninkasi. Et on gère, finalement, on est comme sous-traitant pour gérer tout l'aspect comédie qui se passe là. C'est 4 soirs par semaine, 3 à 4 soirs par semaine, des fois 5. Fait que c'est nous qui gèrent là, ce segment-là à la Ninkasi. Fait que c'est ça. On produit des spectacles, là, puis on se fait du cash. Là. Non, mais c'est ça. C'est une manière de faire un petit peu de revenus de plus, mais aussi de faire travailler des collègues qu'on apprécie. Là. C'est sûr que moi, juste pour ça, pouvoir donner du travail, je trouve ça tout le temps le fun. Là, les gens qui trouvent qu'ils le méritent, ben on les met sur une scène. T'sais. T'aimes-tu ça avoir le chapeau de producteur, on peut dire? J'aime bien. C'est sûr que moi, mon métier numéro 1, pour moi, ça reste humoriste. Mais il y a quelque chose que j'aime là-dedans. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la technique. Je me dis des fois, à un moment donné, si l'humour fonctionne pas, là, dans 10 ans, à un moment donné, je me tanne, puis ça veut pas décoller, peut-être que je deviendrai technicien. Quoi que j'aime là-dedans, dans tout le setup, je suis quand même assez habile avec ça, sans dire que je suis pas un technicien de profession, là, mais tu me mets une console devant moi, donne-moi 10 minutes, on va me retrouver, là, ça va aller. Les caméras aussi, tout ça, moi, je trouve ça bien intéressant, fait que il y a quelque chose dans cet aspect-là là, que je trouve le fun, dans setuper une salle, justement, ici, là, je serais curieux de monter un show d'humour ici. Là, comme, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'endroit pour que ça marche? Il y a déjà un fond, qu'on pourrait l'utiliser, mais c'est ça. J'aime ça arriver d'un bar que il n'y a pas de scène, il n'y a rien. Avec, là, comment on a réussi à transformer ça pour que ça ait l'air d'un petit comédie club impromptu. Là, fait que c'est ce qu'on a fait à la Fosse d'ailleurs. Une petite scène amovible, là, on monte le setup autour, tout le monde est comme au bordel là, à 180 autour de la scène, puis on roule la main. Ça, c'est un plan B si jamais en humour. Si jamais, ouais, c'est ça. Un peu, je pense que je resterais toujours dans le monde des arts parce que j'ai vraiment trouvé ma place. Là, vendeur, j'étais un meilleur conseiller qu'un vendeur. Vendeur, okay. Hein, il va essayer de te twister à un moment donné. Ben, achète, là. Mais moi, j'étais un très bon conseiller, mais le moment qu'il fallait que je te coince. J'haïssais ça, j'étais pas bon. J'étais vraiment pas bon. Vendre des garanties prolongées, j'étais le pire. Là. J'étais tout le temps en bas des listes. Là. J'haïssais ça. J'haïssais ça, vendre de l'air. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que rester dans le monde des arts, définitivement. Mais il y a quelque chose, moi, d'être sur une scène qui est... je sais que si j'arrêtais, ça me manquerait terriblement. D'être en arrière de la scène puis voir les gens performer. Fait en tout cas, je reste humoriste, mais bon. Qui sait? Ça a-tu un effet un peu thérapeutique d'être sur une scène? Oui. Mais c'est surtout un kick. Il y a un kick là-dedans qui... C'est l'adrénaline. C'est ce que j'avais trouvé très difficile pendant la pandémie, quand on est tous confinés. Moi, c'est pour ça que je m'étais mis à faire plein d'affaires sur le web, des lives, des ci, des ça, des podcasts, parce que je recherchais un peu ce petit kick-là de performance, là, d'être d'un micro, d'essayer de niaiser, puis d'essayer de trouver quelque chose qui va marcher. Il y a vraiment un kick là-dedans qui est très dur à décrire, qui est dur à émuler. En pandémie, j'avais fait un podcast à la bière, j'avais fait plein d'affaires, des projets live que j'écrivais des jokes avec le monde. J'ai tout essayé, il n'y a rien que j'ai pas fait. Mais c'était juste pour essayer d'occuper mes soirées et d'aller chercher un peu ce kick-là de OK, 3, 2, 1, on performe, là, tu sais. Fait que, ouais, on se rend compte que quand on l'a pas, ce petit kick-là d'adrénaline, 4-5 jours de suite, là, on dirait que là... des fois, je vais contacter un open mic, là, je vais juste monter sur scène. T'as-tu une place à soir? Je veux jouer, là. Ça fait 5 jours que j'ai pas joué, là. C'est rare, là, mais 5 jours, c'est rare, mais là, quand ça fait 5 jours, là, je suis comme... Montrer sur une scène, là, ça me travaille, là, tu sais, fait que... moi, ça serait pas si rochant de jouer 7 soirs semaine tout le temps. J'aime ça, tu sais, fait que...
Puis dis-moi donc, tu sais, tantôt, tu disais que l'humoriste va inciter l'émotion du public. Tu trouves-tu que le vice-versa se fait aussi? Que, tu sais, le public va avoir une réaction... va inciter aussi l'émotion de l'humoriste? Oui, en fait, ça rejoint un peu ce que tu disais tantôt, que l'humoriste va savoir s'adapter des fois au public, puis savoir le lire un peu pour se placer un peu au même niveau. Donc, des fois, le public, tu sais, mettons une journée que toi, t'arrives sur scène, t'es mollo parce que mouillé que la journée, il faisait pas beau, il faisait froid, puis là... Là, tu te sens, il y a des journées, on dirait que personne ne va bien, là, que tout le monde est un peu maussade. Si toi, tu es sur scène et tu te sens comme ça, les gens avant de toi ont vécu toute la même journée que toi. Là, fait que des fois, c'est faut juste le garder en tête, puis des fois, l'accuser. Des fois, c'est surtout en animation, des fois, c'est ça, là, je sais, là, journée de pisse aujourd'hui, là. Et là, on oublie ça, là, prenez une grosse gorgée, là, on y va, là, à ce soir, on se lance. C'est de savoir le nommer aussi, mais c'est sûr que, quand tu es sur scène, faut que ce soit toi qui dirige, par exemple. Faut pas que tu laisses quelqu'un dans la foule diriger. En fait, justement, si tu as un heckler, qu'on appelle, c'est quelqu'un qui essaye de déranger le show, qui essaye de joker par-dessus toi, à un moment donné, il faut que tu le casses, puis il faut que tu réussisses à le placer. Parce que si c'est cette personne-là qui prend le contrôle de la soirée, t'as plus aucune autorité, puis les gens aussi, à un moment donné, vont te voir diminuer. Fait que c'est sûr que quand tu es sur scène, il faut que tu gardes le contrôle. Absolu sur... faut que tu drives, là. Fait que, un peu comme dans les sports, imposer son rythme. Oui, il faut lire le public, mais à un moment donné, il faut savoir aussi là, les amener où tu veux qu'ils aillent. C'est sûr que dans des styles plus... comment je dirais... des styles là, qui sont moins répandus, mettons de l'humour très noir ou de l'humour très absurde, eux ont vraiment une plus grosse job de ça à faire, parce que là... des fois, ils te tirent dans un univers, tu fais ouais, ok, mais faut que tu l'assumes, faut que tu sois en contrôle de tes affaires. Que même si ça rit pas, que tu aies l'air en contrôle. Des fois, on l'est pas tant, là. Des fois, en dedans, on est comme en train de paniquer, mais l'extérieur, il faut qu'il soit en contrôle. C'est un peu ça le truc, là. Les gens veulent voir quelqu'un qui est en contrôle de ses moyens, et c'est pour ça que je disais tantôt d'ailleurs, un nouveau qui va lancer une joke, elle marchera pas, mais un professionnel va la lancer, elle va marcher, c'est parce que le nouveau, il est pas en contrôle. Puis on le voit sur scène, il est pas bien, il est mal dans son corps, il sait pas quoi faire, fait qu'on le voit qu'il est pas en contrôle. Puis ça, les gens, ils sont... Ça les affecte. Là. Ouais, ils sont pas bien, parce qu'ils ressentent le malaise, puis ça aussi, ça communique beaucoup. Là, le malaise, tu communiques vraiment beaucoup. Le rire communique, mais ça aussi. Fait que là, les gens sont mal à l'aise, sont pas sûrs, là, comme, de faire des jokes d'autodérision, ok, mais à un moment donné, tu fais comme, là, il va-tu bien pour vrai? Ou qu'est-ce que... il va-tu après le show? Il est-tu en danger? Si tu mets ça, si quelqu'un a ça dans la tête, là, tu ris plus. T'es juste con, t'es un peu mal à l'aise. Fait que... OK. C'est intéressant. C'est ça. C'est le delivery là, qu'on peut dire. Ouais, ça s'apprend sur le tas. Ah oui, puis le timing, là, c'est sûr que il y en a qui disent que timing is everything, là, fait que c'est pas... En tout cas, pas loin d'être 100% d'accord, mettons, sur celle-là. C'est pas juste ça, mais... il y a des soirs, quand ça va bien, puis que tu as ton timing, et t'es tout le temps, là, ça coche, là, tu le sens, t'es comme, OK, là, à soir, je pourrais dire salut, puis ils vont fendre, là, parce que là, le timing est juste bon. Il y a des soirs, au contraire, tu sais, que t'es tout le temps un petit peu en retard, je compare beaucoup ça au sport, en fait, parce que, j'ai joué au hockey un peu, puis c'est la même affaire, des fois, il y a des soirs, on dirait que t'es tout le temps en retard, ça passe, t'es jamais là, puis il y a d'autres soirs, on dirait que t'es tout le temps en avance sur le jeu, c'est toi qui te diriges, c'est la même affaire. Puis dis-moi donc, avec toutes les fois en 7 ans que t'es monté sur une scène, t'as-tu un moment que tu vas toujours te souvenir? Que ça soit, oui. T'as peut-être déjà eu une ovation, une ovation? Ça t'es-tu arrivé, un standing ovation? Une fois. À ma défense, je l'ai un peu collé au début. Fait que okay. Je le compte pas. J'attends encore ma première vraie sentie, là. Mais en fait, ça va être négatif. Et c'était genre mon 3-4e show. C'était au bar Piranha sur Sainte-Catherine à Montréal, un open mic qui est organisé un peu. Tout croche, c'était un gars qui organisait ça. Écoute, la scène, la table ici, la scène était plus petite que ça. Ah ouais. Fait que ça commence très mal. OK, boy. Quand tu montais sur scène, il fallait que tu tasses le pied de micro par terre parce que là, c'était trop petit et il y avait mes 3 amis.
et les autres artistes. Puis c'était... puis à un moment donné, il y a des Anglais qui sont rentrés. Puis là, à un moment donné, on se rend compte qu'ils sont de même, mais on le sent. C'est comme... Do you understand? No. Ah, OK. On parle en français depuis tantôt. Eux autres écoutent. En tout cas, mais une soirée de catastrophe d'un bar, tu sais, c'est un bar très métal, très... avec le look qui vient avec, tu sais. C'est bien correct, mais c'était une catastrophe. C'était fantastique, mais c'est dans les premiers. Fait que ça m'a comme marqué. Le 600 personnes, c'était l'été passé. Ça, c'est sûr, c'était quand même de quoi, là, l'espèce de marée de monde. C'est à quoi arrière du Festival de Lévis. J'étais là à toutes les choses que j'ai aidé à faire la technique. Justement, ma collègue qui avait besoin d'aide là-dessus, elle me faisait chroniquer, qu'on appelle, là, fait que, elle était en résidence. Mais un soir pendant la construction, les vacances de la construction, 600 personnes, il y avait du monde. C'était un beau trip. Mais j'ai beaucoup de petites premières fois ce temps-ci. Fait que ça, je suis bien énervé. Moi, je suis un gars de Québec. La Chapelle à Vanier, qui est une petite salle de spectacle, mais quand même assez mythique. Je l'ai faite la première fois l'automne passé. Je l'ai refait 3-4 fois depuis. Fait que là, on dirait que je commence à être habitué de jouer là. Ce qui est bizarre, alors j'avais pas joué avant pendant 6 ans. Et là, j'ai un petit Champlain qui s'en vient en première partie là, en mai. Fait que ça, je suis énervé. C'était comme sur ma bucket list. C'était de jouer au petit Champlain. Puis là, je m'étais dit en 2025 ça va arriver. Okay. On va le faire arriver, puis comme de fait, là, le 6 mai. Je m'en rappelle, pas drôle, hein, mais... fait que ça, j'espère que ça va être des beaux souvenirs, mais ouais, c'est ces deux événements-là. Sinon, la catastrophe et le show, le fun. Ouais, ben c'est bon, c'est un peu le yin et le yang. Ben, c'est ça, tu sais. C'est sûr que toutes les premières fois, tu sais, au Comédia Club, il y a beaucoup d'événements comme ça. Ah, ben, c'est pas vrai, mon Dieu. L'été passé, j'ai été sur la programmation du Comédia Fest, le Festival Comédia, avec ma face sur une affiche. Tout ça, ça a été quelque chose quand même. Le show était super le fun, mais ça, c'est des petits happenings. Tu fais, OK, là, c'est la première fois qu'on a mis ma face sur une affiche du Festival Comédia. Tu fais, OK, ça avance, c'est ça. J'avais déjà participé à d'autres shows, mais des shows qui annoncent personne, fait que des shows genre à minuit, tout ça, mais là, un show samedi soir, 7h, moi puis ma collègue Karen, justement, on faisait un 30-30, puis j'étais comme, c'est hot, ça, fait que, ouais. Puis dis-moi donc, en tant qu'humoriste, tu crées des compétences de diction, de rythme. Ouais. Est-ce que le théâtre, le cinéma, la télévision ou même les publicités, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Oui. Oui, vraiment. En fait, bizarrement, c'est sûr que le monde du jeu, j'ai pas pataugé là-dedans vraiment. C'est pas dans les buts maintenant. Là, c'est pas publicité peut-être à court terme, oui. Mais éventuellement, je pense que j'aimerais ça essayer de faire du jeu, même du jeu plus dramatique, là, du jeu sérieux, tout ça. C'est définitivement quelque chose que j'aimerais essayer. Puis peut-être que j'aimerais pas ça, mais c'est ça, tant qu'à patauger là-dedans, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, d'aller chercher d'autres émotions que le petit hey, tu sais. Ça pourrait être vraiment un défi qui serait super cool. Publicité à court terme, oui, mais c'est sûr que, c'est sûr du théâtre, c'est très prenant parce que là, il faut que tu sois sur scène à tous les soirs qu'il y a des spectacles, là, fait que c'est sûr que là, quand tu fais du théâtre, t'as pas le choix de tasser l'humour. Mais de la télévision, par contre, là, c'est des journées de tournage. Après, le soir, tu peux faire tes spectacles. Fait qu'en tout cas, j'aillerais pas ça. Intéressant. Si quelqu'un écoute, là, engagez-moi. Ben oui. Ben oui. Puis, écoute, on arrive à la fin. Oui. Je sais pas si tu aurais une promotion à faire, des prochaines dates que tu aimerais parler à la télévision. Ben là, en fait, là, tu m'as dit que ça a été diffusé mercredi prochain à 20h30. Si t'es dans Hochelaga, cours. Parce que je suis en train de faire mon spectacle là à Brasserie des Patriotes. En vrai, non, il va être vraiment trop tard quand l'entrevue va finir, le show va être fini. Mais sinon, en fait, proche dans le secteur ici, proche entre guillemets, là, Saint-Mathieu-de-Belleuil, je fais mon spectacle au Vieillery-Shelton le 24 avril. Donc, j'étais supposé le faire il y a 2 semaines, mais finalement, j'étais malade, comme j'avais cancellé ici aussi. Fait que 24 avril, c'est le plus proche qu'il y a pour le moment d'ici. Sinon, là, il y a des dates, évidemment, partout au Québec, mais dans mes bios de réseaux sociaux, toutes les dates sont là. La semaine prochaine, je fais Montréal, mais après ça, je fais Baie-Saint-Paul, Bécomo, je m'en vais à Rimouski dans pas long, Lac-Saint-Jean, j'ai hâte, là, ça va être cool, le petit trip aussi avec ma première partie. On va aller triper là, fait que j'ai bien hâte. Parfait. Jean-Philippe, merci d'avoir participé à l'émission. Ça fait plaisir. Ça fait un plaisir de t'avoir.